Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui soulève une question, disons, assez provocante. Comment un mouvement social, à la base, peut-il dériver et devenir une sorte de système, une machine administrative qui vit de l'argent public? On va décortiquer, pas à pas, l'argumentation de la source qui soutient cette thèse. Alors voilà le plan pour aujourd'hui. D'abord, on va voir comment l'auteur distingue un mouvement d'un système. Ensuite, on va suivre la piste de l'argent public. Puis, on regardera les chiffres, les données que la source met en avant comme étant souvent, ignorées. On s'attaquera ensuite au récit, à l'idéologie derrière tout ça, pour finir sur la façon dont ce système se défendrait et sur la conclusion de l'auteur. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, la différence entre un mouvement et un système. C'est vraiment la pierre angulaire de toute l'analyse. La source, dès le départ, met en opposition ces deux notions. D'un côté, une cause, un élan, et de l'autre, une structure, une bureaucratie. Et là, le contraste est vraiment saisissant. Un mouvement social, ça a un but précis, mesurable. Prenons le droit de vote des femmes. Une fois obtenu, la mission est accomplie, le mouvement peut se dissoudre. Mais une bureaucratie, elle, son objectif principal, c'est de durer, de se perpétuer. Et c'est justement ce glissement, ce passage de l'un à l'autre qui est au cœur de l'analyse. Alors pour mettre un nom sur ce phénomène, la source crée un néologisme, la féministerie. Elle précise bien que ce n'est pas une insulte, mais un terme d'analyse, un peu comme on parlerait de la technostructure. L'idée, c'est de décrire un système qui, au fond, aurait fait de sa noble cause de départ un prétexte pour continuer à exister. Pour expliquer comment ça marche, la source va chercher un concept qui vient de l'économie, et qui est assez connu, la capture réglementaire. C'est une idée super intéressante en fait. C'est quand un groupe d'intérêts devient si influent qu'il finit par contrôler l'organisme qui est censé le réguler, ou, dans le cas qui nous occupe, le financer. Ok, mais concrètement, comment ça se passerait, cette fameuse capture? On entre maintenant dans la deuxième partie de l'analyse, qui s'intéresse au nerf de la guerre, l'argent. La source décrit ce qu'elle appelle le circuit des fonds publics, une sorte de boucle qui s'auto-alimenterait. Voilà le schéma décrit par la source. C'est une boucle presque parfaite. En gros, les institutions publiques donnent de l'argent à des associations, ces associations produisent des rapports, des études, et ces mêmes rapports servent ensuite à justifier de nouveaux financements de la part des institutions. La source appelle ça le clientélisme associatif. C'est un cercle qui se nourrit lui-même. La boucle est bouclée, comme on dit. Pour illustrer ça, l'analyse prend un exemple concret en France, le Haut Conseil à l'égalité, le HCE. Selon la source, le HCE fonctionnerait en vase clos. Ces rapports justifieraient l'action de ces ministères de tutelle et en retour, ces ministères nommeraient les membres du HCE. Et le point crucial soulevé par l'auteur, c'est que tout ce processus se ferait sans aucune évaluation externe et indépendante. Bon, mais pour qu'un tel système tienne, il faut forcément faire des choix. Et c'est là que l'analyse devient encore plus percutante. La source va mettre en lumière ce qu'elle appelle les données invisibles. De quoi s'agit-il? De statistiques officielles bien réelles, mais qui, selon l'auteur, seraient complètement passées sous silence. Et là, c'est un point vraiment important de la démonstration. La source insiste bien sur le fait que les chiffres qu'on va voir ne sont pas sortis d'un chapeau ou d'un rapport militant. Non, ils viennent directement de sources officielles, ministères, observatoires nationaux, bref, des données publiques que tout le monde peut aller vérifier. On commence avec un premier chiffre, celui du suicide. D'après l'Observatoire national du suicide, le taux chez les hommes est plus de 3 fois supérieur à celui des femmes. C'est un écart massif, vraiment considérable. On passe à un autre domaine, les accidents du travail mortels. Et là aussi, le chiffre est, il est sans appel. D'après les statistiques officielles, 91% des morts au travail sont des hommes, c'est-à-dire plus de 9 sur 10. Maintenant, direction l'école. L'analyse met le doigt sur une autre disparité de genre, cette fois dans le décrochage scolaire. On constate que les garçons sont majoritaires parmi les élèves qui sortent du système éducatif sans aucun diplôme en poche. Et enfin, un dernier exemple, tiré cette fois du système judiciaire. La source s'appuie sur des chiffres du ministère de la Justice qui suggèrent qu'à profil et délit identiques, le fait d'être une femme diminuerait de 30% la probabilité d'écoper d'une peine de prison ferme. La question qui se pose, c'est si ces chiffres officiels existent, comment se fait-il qu'on en entende si peu parler? L'analyse va maintenant s'intéresser au logiciel idéologique qui, d'après la source, permettrait de faire le tri et de rendre ces faits quasiment inaudibles. L'idée avancée par la source, c'est que le récit du patriarcat, comme explication universelle à toutes les inégalités, fonctionnerait comme une théorie non falsifiable. C'est-à-dire que, peu importe la donnée, qu'elle aille dans le sens de la théorie ou non, elle sera toujours réinterprétée pour la confirmer. L'exemple donné est parlant, les hommes se suicident plus,
L'explication sera que le patriarcat leur interdit de montrer leurs faiblesses. Et pour critiquer cette logique, l'auteur fait appel à un grand nom, le philosophe des sciences Karl Popper, et sa fameuse phrase « Une théorie qui explique tout n'explique rien ». Le raisonnement est le suivant. Si une théorie ne peut jamais être contredite par les faits, alors ce n'est plus de la science. Ça relève plutôt du dogme, de la croyance. D'après la source, ce qui est vraiment fondamental ici, c'est un glissement sémantique, un changement de vocabulaire. On quitte le terrain du politique, où on peut se fixer des objectifs clairs et mesurables, pour aller vers le psychologique. Prenez un concept comme la masculinité toxique. Comment est-ce qu'on mesure le succès d'une politique qui vise à la déconstruire? C'est quasi impossible à évaluer. Et selon l'auteur, c'est bien là l'avantage. Ça protège le système de tout bilan, de toute évaluation de ses résultats concrets. D'accord, mais que se passe-t-il quand on critique ce système ou qu'on lui présente ces fameuses données contradictoires? Eh bien, la source affirme qu'il y a une sorte de mécanisme de défense bien rodé qui se déroule en 3 temps. Et pour décrire ce mécanisme, l'analyse emprunte à nouveau un concept, cette fois à la psychologie. Il s'agit du DARVO. C'est un acronyme en anglais pour Deny, Attack and Reverse Victim and Offender, c'est-à-dire nier, attaquer et inverser les rôles de victime et d'agresseur. Alors, décomposons ce fameux DARVO tel qu'il serait appliqué ici. Première étape, nier. Les données qui dérangent, on fait comme si elles n'existaient pas. Deuxième étape, attaquer. La personne qui présente ces données est immédiatement étiquetée, par exemple de masculiniste, pour ne pas avoir à répondre sur le fond. Et enfin, troisième étape, inverser les rôles. Le simple fait de demander des comptes est présenté comme une attaque haineuse. C'est le système qui se pose alors en victime. On approche de la fin de cette présentation. Après avoir exposé toute cette mécanique, la source va clarifier son intention. Au fond, à quoi rime toute cette critique? Et la réponse de l'auteur est claire. Le but n'est pas de supprimer les aides pour les femmes, loin de là. Il s'agit plutôt, selon ses termes, de mettre fin au déni envers les hommes. L'objectif serait d'arriver à une égalité réelle, complète, qui prendrait en compte toutes les difficultés, d'où qu'elles viennent, dans une logique de santé publique globale pour tout le monde. L'analyse se conclut par une phrase simple, une sorte de mise au défi. Les données sont là, elles viennent de l'État, lisez-les. C'est un appel direct à ne pas prendre l'analyse pour argent comptant, mais à aller vérifier par soi-même, à se faire sa propre idée. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.